Karim Mohammed, dans le numéro 282 de la revue Al Jazeera, paru en octobre dernier, vous écriviez ceci: la tolérance s'apparente à un laisser-faire et à de l'abus contre la nature. La liberté s'apparente à l'irrespect des hommes et des lois. L'activisme devient l'anarchie. La discrétion de l'exubérance, l'identité de l'égoïsme, l'intérêt commun de l'intérêt individuel. Il sera très difficile de remettre de l'ordre face à cet activisme débordant. C'est bien de dire activisme dans ces cas-là. La sauvegarde de Djerba passe par un projet politique, d'accord de stratégie publique, adoption du modèle, fixation des objectifs et moyens de réalisation. Et puis plus loin, ce qui me plaît beaucoup, c'est que vous dites nos hommes politiques ont confondu progrès avec bien-être social. Djerba est une île de vacances, de repos et de bien-être, de beauté. C'est un lieu de ressources et non pas un lieu d'expansionnisme économique. Ça y va là. Oui. C'est une bonne analyse, ça. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver Djerba des démons actuels? Alors par rapport à ce que je disais, vous savez qu'à Djerba, il y a vraiment eu un miracle humain. Un miracle humain où les gens étaient tolérants, où les gens étaient paisibles, où les gens parlent doucement, où les gens arrivent à vivre correctement et à avoir un bon niveau de vie. Et donc avoir toutes les qualités. Et donc leurs qualités sont devenues leurs défauts. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de pouvoir public central à Djerba. Ça veut dire qu'autrefois, même pour l'eau, vous aviez votre système de récupération d'eau. Même votre système officiel, par exemple, votre généalogie, on devait dire un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Vous savez que nous avions là-bas une tradition africaine de transmission orale, de père en fils. Ouais. Et tout ça, c'était tenu par le barrah au sein de la mosquée. Donc l'état civil était tenu dans les mosquées locales. Et donc il y a beaucoup de valeurs comme ça anciennes qui maintenaient des pouvoirs d'État, mais qui sont à un niveau décentralisé, à un niveau de la personne. Et donc, ce qui était nos qualités sont devenus nos défauts. Parce qu'aujourd'hui... Ça s'est retourné contre Ça se retourne contre nous. Parce que le fait qu'il n'y ait plus de loi, mais nous, à Djerba, par exemple, on connaît nos lois, mais tout le monde respecte nos lois coutumières. Mais aujourd'hui, le mouvement est tel, tout le monde a une idée de business, de développement, de promotion, de spéculation, et donc chacun fait ce qu'il veut. Alors, la liberté, on dit qu'on a fait une révolution de la liberté, mais on est plus que libre, hein, on est totalement libre. On est dans un pays de totale liberté où chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'on ne respecte même plus les lois de l'État. Et ça, c'est vrai que c'est Ni les personnalités de l'État. Ni les personnalités, oui, c'est vrai qu'ils sont là pour le service public, effectivement, le respect, bien sûr, c'est élémentaire, il est réciproque. Et pour Djerba, tout ce qui faisait les qualités de l'île se retourne un peu contre nous, elles deviennent un peu nos défauts. Et cette dégradation, je vais vous dire, ne commence pas depuis 1 an ou 2 ans, elle a commencé il y a une dizaine d'années avec M. Ben Ali, avec le président Ben Ali. Parce que Ben Ali, quand il est arrivé, il a dit détruisez la table, mais vous enlevez les oliviers. Mais enfin, c'est quelqu'un qui n'est pas enraciné dans Djerba, qui ne connaît pas et qui donne des ordres. Donc si le président... C'est bien, parce que vous dites le président Ben Ali, on avait une perception très diminuée. Il s'imaginait que l'investissement dans les infrastructures améliorerait l'indice du bien-être humain et grandirait son prestige personnel. Oui, effectivement, on arrive, il fait des grandes routes, avec des grands projets, avec le soutien de la Banque mondiale, avec beaucoup d'argent. Et puis on croit faire du développement, mais on oublie qu'on est dans un lieu de vacances, de repos, de beauté, de nature. C'est ça qui vous ramène de l'argent. Et qu'on chamboule tout, absolument tout. Oui, exactement. Alors, est-ce que c'est le choix? Est-ce qu'on veut faire de Djerba les Baléares? Parce qu'au Baléares, effectivement, on construit des grands immeubles, le mètre carré est très cher, mais les Baléares, c'est intéressant de voir leur expérience, parce que les Baléares, ils ont probablement des immeubles au bord de mer pour accueillir un maximum de gens, mais l'intérieur, il est très protégé. Le foncier est très préservé dans les Baléares. Ça veut dire que les terres intérieures, qui sont des terres rurales, il est hors de question, et le pouvoir est là pour empêcher toute construction ou toute déstabilisation de l'environnement naturel. Et il y a une autre île qui est proche de Djerba, c'est Malte qui a tout préservé. Malte aussi, c'est quand même, pour nous, c'est assez bizarre, parce que vous vous souvenez que les Maltais émigraient chez nous. Eh oui. Les Maltais émigraient chez nous, parce que leur île était tellement pauvre et tellement... etc. Donc on a beaucoup de Tunisiens d'origine, enfin de Maltais en Tunisie. Et d'ailleurs, que si vous allez dans tous les vieux manoirs, etc., vous allez probablement trouver des traces de présence maltaise. Donc c'est vrai que les Maltais ont émigré
il y a longtemps. Mais les Maltais, c'est vrai, je connais aussi Malte, c'est une île qui a su préserver quelque chose. Oui, c'est intéressant Malte. Et chaque île a son système, pourtant c'est 3 îles méditerranéennes. Hein, oui. Vous savez, les îles, elles ont une géographie naturelle de l'isolement, de l'insularité. Donc elles sont entourées par la mer, donc ça fait des frontières naturelles. Et donc elles sont obligées de se développer d'elles-mêmes. Et chaque île a développé quelque chose. Donc vous savez que le capitalisme industriel nous vient d'Angleterre. L'Angleterre est une île. Alors on peut parler aussi d'autres îles, comme par exemple le Japon, qui suscite l'admiration du monde. Parler de la Corse. La Corse, c'est quand même, quand vous voyez en France, ça sort de la France. Vous n'êtes plus en France, c'est quelque chose d'à part. C'est une île magnifique et les Corses ont voulu préserver, en tout cas sous l'autorité de l'État français, ont voulu préserver cette particularité de la Corse, ce côté bergerie, berger, ce côté... Et à Djerba, nous avons un système d'autarcie, le système de l'autarcie. Vous voyez, l'île, elle est isolée, le Houch, il est isolé. Et le Houch, c'est le même esprit de l'île, il est entouré par de tabias, avec un manoir, le Houch, au milieu, qui est en dur, dans lequel on creuse dans le sous-sol pour faire ce qu'on appelle les fasqiyas, donc des citernes. On récupère les eaux de pluie avec un système de... pour que les eaux coulissent vers ces citernes, donc on récupère toutes les eaux. Et il y a quelque chose d'ingénieux, l'éducation, les réserves d'eau, les réserves d'huile, le schéma botanique c'est le même, le système vestimentaire c'est le même, le système de... Et puis chacun a une spécialité dans cette ruralité. Et donc ça, ce sont nos racines. Alors on va me dire, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est vrai que ça s'est beaucoup détérioré, mais j'en parle pour savoir qu'on ne vient pas de rien. Mais on les a gardés, on en garde encore. On a beaucoup perdu. On a beaucoup perdu. Ce qu'on peut dire, c'est que le succès de la communauté djerbienne en Tunisie, par exemple, vous savez, vous remarquez, hein, ils ont commencé par être des petits épiciers, puis ils ont terminé par devenir des grands financiers, des industriels en Tunisie. Je veux dire, une grande partie de la bourgeoisie tunisienne avait une origine djerbienne, mais elle le doit à son manoir, parce qu'il y a une éducation derrière tout ça. Ça a commencé avec l'éducation de l'eau, l'économie de l'eau, la spécialisation, le maillage communautaire. Et donc tout ça a contribué au développement économique de la Tunisie. Et donc c'est un patrimoine, il faut le connaître, il faut le comprendre pour qu'on puisse se projeter dans un avenir prospère pour notre pays. Hein. Aujourd'hui, comment voyez-vous Djerba? Là, aujourd'hui, le 10 novembre. Est-ce qu'il reste des choses à sauver? Oui, je veux dire que les Djerbiens, ils sont très déçus. Je crois que ceux qui nous écoutent au micro, là, ils doivent pleurer avec nous. Non, on a une auditrice qui vit à Djerba, Michel, qui vient d'appeler là au studio, on me l'a dit, et qui est très contente de ce qu'on vient de dire, parce que c'est la réalité. Et il faut regarder la réalité en face et savoir quand même en prendre des leçons et changer dans le positif, ne pas tomber dans l'individualisme. C'est ce qui arrive dans toute la Tunisie aujourd'hui. Oui, mais et Djerba, on est un exemple. Je suis très heureux que Michel aime beaucoup Djerba et que les touristes aiment bien Djerba parce que c'est une île magnifique. Mais on vient de loin. Je vous dis qu'on est une île qu'on aurait pu comparer aux Seychelles, qui est magnifiquement belle. Mais beaucoup de choses ont été détériorées. Vous savez, on avait des dunes à Djerba exceptionnelles, des dunes blanches. Ça vous donnait un paysage blanc. Vous vous en souvenez probablement, vous allez retrouver des photos de Djerba d'autrefois. Mais vous savez que tout ce sable, il a disparu. On avait des oiseaux extrêmement diversifiés qui venaient du nord de l'Europe et qui passaient par Djerba. On avait des flamants roses. Il y en a de moins en moins. Donc il y a un patrimoine écologique très très riche. Et voilà. Donc, mais oui, comment faire un état des lieux, savoir d'où on vient, faire un état des lieux et savoir comment on va se projeter dans l'avenir, si on peut dire ça, oui. Développer une stratégie en collaboration avec le gouvernement, avec les pouvoirs locaux, avec le ministère du Tourisme, avec le patrimoine, le patrimoine historique. Une fois, j'ai pris l'avion et je rencontre une dame qui me dit « Ah oui, c'est très beau Djerba, mais d'un point de vue culture, il n'y a rien du tout. » Moi, j'étais triste d'entendre ça parce que vous savez, à Djerba, il y a Meninx, une île, la ville de Meninx qui a disparu, qui est absolument complètement méconnu. Et si vous allez sur Meninx, dans le site, il n'y a aucune explication d'abord, il n'y a aucune recherche qui a été effectuée, et vous allez trouver des marbres bordeaux, des marbres bleus, des marbres verts, des marbres d'une diversité de couleurs assez étonnante. On voit bien que ça ne vient pas de l'île, ça vient d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'autrefois, il y a eu une richesse locale,
puisque des gens ont été capables de ramener ces marbres de diversité. Il y a autre chose, il y a des nécropoles puniques, incroyables, incroyables. Celles d'Espagne sont patrimoine de l'UNESCO. À Djerba, par exemple, nous n'avons pas réussi à les faire préserver. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait eu un homme politique, j'ai oublié son nom, qui était représentant de l'UNESCO, qui avait fait une demande pour préserver ce patrimoine de Djerba, ce système djerbaien. Parce que c'est vraiment un système socio-économique et politique à part, vraiment à part, qui s'est développé sur base du manque de ressources, sur base de la pauvreté de l'île, sur base de l'isolement. Et donc ils ont inventé un système, et puis avec le fruit de son histoire, parce qu'il y a eu plein de réfugiés qui sont venus. On vous parle des premiers réfugiés du judaïsme, ceux qui ont quitté, par exemple, après la destruction du temple de Jérusalem, ils sont venus à Djerba et ils ont voulu reconstruire le temple de Jérusalem, et donc c'est la fameuse Reliba. La Reliba est très très ancienne, donc cette communauté juive est très ancienne. Ça, c'est du patrimoine tunisien. C'est du patrimoine tunisien, mais pour vous dire qu'il y a eu, c'était une île de refuge, où les gens, par exemple les Ibadites, ont souffert de persécutions aussi. Et ils sont arrivés dans l'île, et tous ces persécutés ont développé un système qui a abouti à la tolérance de toutes les communautés. C'est pour ça que je vous disais que Djerba, c'est une île de tolérance, de sécurité, où il y a un miracle humain, économique, politique. Et tout ça, ça mérite d'être connu. Beaucoup plus d'attention. Oui, le savoir tout au moins le savoir. Parce que si je vous parle de tout ça, c'est vrai que les Djerbiens, les anciens le savent, hein, et il faut essayer un peu de récupérer toute cette mémoire de nos parents, de nos anciens. Cette mémoire orale. Oui, une mémoire de la connaissance. Moi, je sais que mon papa, il est natif de Djerba, il a grandi là-bas, donc il m'a beaucoup raconté, il m'a beaucoup parlé de Djerba. Mais je n'ai donné de sens qu'en devenant mûr. Et quand je suis devenu mûr, il est parti. Voilà. C'est ça le problème, c'est que le touriste ne sort pas, n'est pas renseigné. Par exemple, moi, je n'ai jamais entendu parler de Méninx. De Méninx, oui. Voilà. Mais je vais vous dire... Hein, alors que, quand même, j'ai été plusieurs fois à Djerba. Ouais. C'est incroyable. Pourquoi il n'y a pas cette publicité autour de nos monuments, autour de notre histoire? Est-ce qu'on a honte de parler de cela? Franchement, Adel, je préfère qu'on n'en parle pas. Vous savez pourquoi? Pour le préserver. Parce que c'est tout un patrimoine qui n'est pas valorisé. Mais nos autorités devraient parler auprès des autorités mondiales, sauvegarder ces lieux, les remettre en relief, s'en occuper comme il faut. Sinon, ça va se noyer dans le sable et ça va partir. On va effacer toute une partie de l'histoire. Vous savez, Adel, je vous ai parlé des fameuses nécropoles, mais je ne vous dirai pas où elles sont. Parce que si on va là-bas, vous allez trouver des canettes de bière, de la saleté très très sale. Mais en fait, quand elles ne sont pas touchées, elles sont préservées. Mais si jamais on ouvre ça au tourisme, à la visite, à la curiosité, les gens, oh c'est antique, ils vont piquer, ils vont casser quelque chose. Donc il vaut mieux ne pas toucher. Il vaut mieux quand on dit préserver, c'est bien préservé, c'est bien gardé. Oui. Écoutez, Carthage ou le Jam sont bien préservés, c'est bien gardé. Même si les familles anciennes, même du temps de Bourguiba, a pillé là-dedans. Ouais. Vous savez que la Tunisie a un des patrimoines les plus riches de Méditerranée et du monde. Vous savez que quand vous allez en Europe, on vous parle de la Grèce. C'est vrai qu'il y a la Grèce, mais la Tunisie, c'était la province romaine une des plus riches. Et tout ce qu'on a perdu, vous n'imaginez pas tout ce qu'on a perdu. Vous savez, je regardais un reportage sur le mur d'Adrien en Angleterre, comment est-ce que les Anglais arrivent à mettre en valeur la limite romaine en Angleterre, mais ce n'est rien par rapport à tout ce que nous avons en Tunisie. La diversité des mosaïques, la diversité de cette richesse, elle est incroyable. Et il faut d'abord faire le choix de protéger ça, de faire connaître ça. Les muses de Méninx, par exemple, vous les trouvez à Rome. On en parle en Italie. Or, c'est le ruse de Méninx, ça concerne donc Djerba. Il y a beaucoup. On vous parle, par exemple, à Rome, du premier vin de Méninx, par exemple. Comme le soleil se levait plus tôt sur Djerba, donc le premier raisin était à Djerba, donc c'est les premiers raisins de la saison étaient faits à Méninx. Donc on vous parle des vignes de Méninx. C'est comme si on vous disait aujourd'hui le nouveau Beaujolais est arrivé. Donc le nouveau Beaujolais, c'est celui de Djerba. Mais c'est toutes des richesses qui sont absolument méconnues. Absolument méconnues. Il y a les mythes d'Ulysse, vous en avez parlé tout à l'heure. Même les enfants de Djerba aujourd'hui, les nouvelles générations ne connaissent pas tout ça. Hein.
Oui, mais enfin, disons que si on doit parler à quelqu'un, moi je voudrais surtout que les institutionnels soient conscients. C'est surtout eux qui doivent préserver, protéger, et ensuite on peut l'ouvrir au tourisme, à la curiosité des autres. Mais vraiment, la priorité, c'est le gouvernement, parce qu'il vous dit souvent, oui, on n'a pas d'argent, mais je pense que la coopération internationale, la coopération scientifique, les universités sont tout ouverts pour mieux faire connaître l'histoire de la Tunisie.